D'abord, merci au Hub Créatif Verviers, Liège Créative et la Confédération de la construction de nous avoir invités. Donc, je comprends que l'idée, c'est un peu de stimuler l'innovation, de faire réfléchir autour de la créativité et de l'entrepreneuriat. Donc, nous avons axé notre présentation autour des axes suivants. Donc, d'abord, on vous donnera une petite introduction sur le projet Fibre qu'a lancé Proximus il y a quelques années et l'accélération que nous prévoyons et les ambitions plus en détail sur la Wallonie. Mais alors surtout, un peu en lien avec ce que l'objectif des hubs créatifs, c'est qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises liégeoises en particulier? Qu'est-ce que ça signifie pour les installateurs, hein? Vous avez dit comme mot complexité. Bon, on va essayer, Philippe va essayer d'un peu démystifier la fibre pour les entrepreneurs. Et ensuite, je pense que quelques personnes sont certainement intéressées pour savoir quelles opportunités ça peut créer. Donc, beaucoup d'entre vous êtes entrepreneurs ou avez une société et donc, je pense que la fibre va créer, on injecte en Belgique environ 6 milliards d'euros dans les 7 années à venir. Donc, ça va évidemment créer un tas d'opportunités pour les entrepreneurs. Donc, ça, c'est un petit peu le troisième axe auquel on va parler. Donc, peut-être démarrons la petite introduction. Je ne vais pas vous apprendre que le monde change et change très vite. On a connu une année 2020 comme on ne s'est jamais attendu. Donc, peut-être Philippe, le prochain slide, comme on ne s'est pas attendu à voir. Et c'est là qu'on a vu toute l'importance des réseaux. Tu peux encore cliquer, Philippe, jusqu'au bout. Voilà, que finalement les réseaux ont clairement changé la façon de travailler, tant à la maison que dans les entreprises. Autant avant, le réseau était important, mais pas critique. Aujourd'hui, le réseau est vraiment devenu critique pour garder les relations entre nos proches. Beaucoup d'entre nous avons fait des zooms en famille, c'était le seul moyen d'encore voir nos proches, mais aussi au niveau du travail, ça a révolutionné la façon de travailler. Beaucoup d'entreprises ont simplement continué à travailler via le télétravail. Et ça a vraiment rendu le réseau hyper critique. Oui, Philippe, désolé, j'ai pas la main, donc voilà. Nous avons lancé le projet Fibre en 2016 et c'est clair que cette année-ci nous a montré l'importance d'accélérer encore le déploiement de ce nouveau réseau du futur, de ces nouveaux réseaux du futur, puisque Proximus a lancé tant la 5G que le programme Fibre cette année-ci, ou en tout cas l'accélération du programme Fibre. Philippe, oui. Donc, la raison en est bien simple, hein. Nous avons connu cette année-ci une explosion de l'utilisation des réseaux. Vous voyez donc environ 50% de bandes passantes supplémentaires en Internet. Netflix a été utilisé 50% de plus. Et donc, tout ça a dû transiter par nos anciens réseaux, hein, les anciens réseaux cuivre, et donc à démontrer encore plus l'importance d'évoluer notre réseau, non plus d'un réseau critique pour le business, mais vraiment critique en termes de mission critical. Oui, Philippe, oui, ça je vais passer, je vois le temps, donc je passe directement au prochain slide. Voilà, donc la stratégie Proximus est donc de construire des nouveaux réseaux, de construire des nouveaux réseaux gigabits. Donc, nous avons d'un côté le réseau fibre, avec l'objectif d'amener la fibre dans les entreprises. Aujourd'hui, la fibre, elle vient jusqu'au cabinet dans la rue, hein, la boîte grise, là où nous sommes présents aujourd'hui déjà avec la fibre. Le but aujourd'hui, c'est d'amener cette fibre jusque dans le foyer et dans les entreprises. Le deuxième projet, hein, on en a pas mal parlé, c'est la 5G.
on n'a pas prévu de l'aborder ici, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc, ça fait partie vraiment du cœur de notre stratégie 2022. Oui, Philippe. Je vais. Voilà, donc la fibre, oui. Voilà, alors, quelles sont nos ambitions au niveau national d'abord? Nous avons annoncé une ambition de connecter 4,2 millions de maisons. Donc, c'est vraiment de passer devant 4,2 millions de maisons ou d'entreprises d'ici 2028. Pour vous donner une idée, nous sommes actuellement à 400 000 maisons passées. Hein, on parle de home passed. On ne va pas faire ça seul. Vous voyez qu'environ la moitié est fait par Proximus seul, soit dans des quartiers existants, soit via les nouvelles habitations, ça c'est le vert, mais une partie sera aussi faite en partenariat et j'y reviendrai tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie pour la Wallonie? En Wallonie, ça signifie environ 1,1 million d'habitations que nous voulons passer d'ici 2028, mais déjà 800 000 d'ici 2025. Et donc, ça signifie uniquement pour couvrir cette partie-là de la Wallonie, un investissement de 2 milliards d'euros. Et la beauté de cet investissement, c'est que c'est un investissement qui est local. De ce 2 milliards, il n'y a quasiment aucun montant qui part à l'étranger pour acheter de l'équipement, etc. C'est essentiellement de la main-d'œuvre locale, des entrepreneurs locaux. Donc, la plus grosse majorité de ces 2 milliards sont injectés dans l'économie locale. Et ça, c'est, je pense, un message très important dans le monde entrepreneurial, c'est que ça crée pas mal d'opportunités. Oui. Alors, un petit mot sur le partenariat que Proximus a signé avec Eurofiber en Wallonie. Donc, il vient d'être signé le 30 octobre et qui a pour but de déployer la fibre en complémentaire à Proximus. Donc, Proximus va environ faire 500 000 connexions. De Proximus, tu parles. Oui. Oui. Vous pouvez être sur mute, peut-être? Donc, voilà, merci. Proximus a prévu environ 500 000 prises, 500 000 connexions et la joint venture avec Eurofiber va rajouter 500 000 pour arriver donc à 1,1 million au total en Wallonie. Donc, c'est vraiment une empreinte supplémentaire. C'est un partenariat avec un autre opérateur qui nous permet d'aller plus loin en termes de pénétration du réseau. Important, c'est donc une société distincte, c'est pas du tout Proximus en est actionnaire ensemble avec Eurofiber, mais c'est vraiment une joint venture, une société distincte qui va faire ses choix d'entrepreneurs séparément de Proximus. Oui. Donc, je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous avons déjà passé en Belgique environ 400 000 maisons. Donc, voilà, en 3 ans, nous avons appris, nous savons comment faire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes passés au mode de l'accélération. Philippe, oui. Alors, peut-être aussi un message important, c'est que en parallèle du déploiement de la fibre, nous allons aussi arrêter le cuivre. Donc, 5 ans dans les quartiers où nous avons posé la fibre, dans les centres-villes où nous avons posé la fibre, 5 ans après l'avoir posée, nous allons aussi arrêter le cuivre. Et donc, parfois, j'entends certaines sociétés ou certaines personnes dire « mais j'ai pas envie de passer à cette nouvelle technologie ». Premièrement, elle amène pas mal d'avantages, mais aussi, comme toute ancienne technologie, l'obsolescence faisant son chemin, nous allons devoir arrêter le réseau cuivre. Oui. Alors, comme je vous avais dit, j'allais présenter un peu les 3 points de vue. Donc, d'abord, le point de vue de l'entreprise et donc pourquoi la fibre, quelles sont les utilisations. Alors, tout d'abord, un petit mot sur Liège et environ. Donc, il existe un site proximus.be/Liège où vous voyez une carte interactive qui vous permet de voir là où nous avons déjà déployé la fibre, où nous sommes actuellement occupés à déployer la fibre et les endroits avec les nouveaux lotissements. Alors,
je n'en ai pas encore parlé. Pour l'instant, j'ai positionné quelquefois le mot Proximus, mais sachez que c'est un réseau ouvert. Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, il y a plus de 25 opérateurs qui ont signé des accords avec Proximus pour proposer des services sur ce réseau. Donc, il est bien possible que vous preniez un abonnement chez un autre opérateur tel que Orange, tel que Destiny ou d'autres qui passent à ce moment-là sur ce réseau fibre. Donc, c'est certainement pas exclusivement Proximus qui va fournir des services. Et donc, vous voyez aussi ici sur cette carte les différents zonings, puisqu'on a aussi, au-delà du centre-ville, déployé la fibre dans différents zonings. Donc, si vous êtes situé dans un de ces zonings, il est possible d'avoir cette fibre partagée. Alors, pourquoi la fibre? Le numérique est clairement demande de plus en plus de bandes passantes. Nous voyons des augmentations. Je vous parlais là tout à l'heure d'une augmentation de 50% de l'utilisation de la bande passante. Ça demande un porteur de plus en plus capable de transporter plus d'informations. Aujourd'hui, nous et d'autres offrons sur ce réseau des solutions d'1 gigabit pour des prix, je dirais, résidentiels. Donc, c'est de l'ordre, pour donner un ordre de grandeur, c'est 50 €. Donc, c'est plus des prix comme on a connu dans le passé, 500 €, 1 000 € par mois pour avoir la fibre. Non, les prix sont vraiment comparables aux prix des abonnements actuels. Ensuite, un deuxième élément très important, et je suppose que Laurent Debras en parlera tout à l'heure, c'est des éléments tels que la latence. La latence, c'est le temps de réponse que vous avez sur votre réseau. Vu que nous transportons les datas à la vitesse de la lumière, le temps de latence est vraiment minimal. Et donc, ça va ouvrir des tas d'opportunités en termes de travail dans le cloud, de gaming pour les jeunes. Donc, ça ouvre un certain nombre de use cases qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et dernier, c'est un réseau sécurisé, les protocoles sont adaptés en termes de dernière technologie, en termes de sécurité. Oui. Donc voilà, ça c'était un peu le point de vue comme utilisateur. Si vous avez des questions, tout à l'heure on peut rentrer plus là-dedans. Je propose que Philippe reprenne la main et nous donne le point de vue au niveau installation. Oui, merci Laurent. Donc dans cette section, nous allons voir comment préparer une nouvelle construction pour les réseaux du futur et plus spécifiquement pour la fibre optique. Donc nous commencerons par indiquer où trouver toute l'information technique détaillée nécessaire pour un installateur. Ensuite, on abordera la répartition des tâches entre le maître d'œuvre et Proximus. Et enfin, je terminerai par les recommandations que nous faisons concernant l'installation intérieure d'un nouveau logement. Et donc, vous voyez ici sur le slide que j'ai repris une copie de la page proximus.be construire sur Internet, où nous maintenons toute l'information utile dans tous les détails nécessaires lorsque vous construisez un nouveau bâtiment. Nous y distinguons les cas d'habitation unifamiliale et les immeubles appartements, vu les spécificités, bien sûr, qui sont différentes. Donc, dans ces documents que vous trouverez et qui sont maintenus sur cette page, vous trouverez différentes informations techniques très détaillées, comme la profondeur des gaines d'attente, le type de câble, par exemple, que vous devez choisir, qui sont donc certifiés, les surlongueurs de câbles, par exemple, à poser, les normes qu'ils doivent respecter, toutes sortes d'informations très détaillées que je ne vais pas parcourir ici, bien sûr. Mais par contre, ce que je vais rapidement parcourir, c'est la répartition des tâches entre le maître d'œuvre et Proximus. Donc, prenons d'abord le cas d'une maison unifamiliale. Nous avons donc les tâches à réaliser d'abord par le maître d'œuvre, qui consiste à placer une gaine d'attente en surface lisse intérieure d'un diamètre minimum de 50 mm
cette gaine d'attente va parcourir donc le domaine privé depuis la rue jusqu'à l'habitation. La deuxième chose que nous demandons donc, c'est d'installer un panneau télécom dans un local technique ou dans le garage, hein, typiquement pour une maison unifamiliale, avec minimum 2 prises de courant 230 volts. Donc ce panneau télécom va accueillir bien sûr l'appareillage actif qui sera par après mis à disposition pour délivrer les services sur la connectivité. Et nous y reviendrons plus tard, mais de ce panneau télécom partiront aussi le câblage vers les différentes pièces de la maison. Proximus, donc, va, une fois ces 2 premières étapes réalisées, va poser le câble dans cette gaine d'attente et raccorder ce câble à fibre optique, donc, dans le câble qui passe dans la rue. Et d'autre part, nous allons terminer ce câble sur le panneau sur le panneau télécom, sur ce qu'on appelle un ENTP, donc c'est un point de terminaison optique. Donc vous voyez ici une petite image et qui nous permettra donc par après de délivrer le service derrière. Pourquoi nous demandons 2 prises de courant? C'est parce que dans les éléments actifs, typiquement, vous aurez un premier élément qui viendra derrière la fibre optique, donc que nous raccorderons avec un cordon sur la fibre optique, et qui convertira le signal optique vers le signal électrique. C'est un élément actif, celui-là. Et puis, derrière, vous avez bien sûr tout ce qui est modem, etc. Alors, pour un immeuble à appartement, les choses sont un tout petit peu plus compliquées, je dirais. La première étape consiste de nouveau à placer une gaine d'attente entre la rue et le bâtiment donc en domaine privé, mais aussi à bien sûr prévoir un passage avec des échelles à câble ou des goulottes ou que sais-je pour pouvoir passer le câble et rejoindre un local technique qui doit être en fait un espace ouvert. Il y a aussi les prescriptions, bien sûr, détaillées sur la taille de ce local ou de cet espace ouvert dans le local technique. Ce que nous attendons aussi donc du maître d'œuvre, c'est qu'il pose tous les câbles verticaux. Donc c'est un câble de 2 fibres optiques, c'est la fibre optique monomode dont les caractéristiques détaillées se retrouvent de nouveau sur notre site. Vers chaque appartement, en fait, et se termine ici dans le local technique. Vous trouverez aussi dans ces documents détaillés, par exemple, les surlongueurs que nous attendons évidemment dans ce local technique. Et enfin, le maître d'œuvre aussi, nous attendons qu'il y ait aussi dans chaque appartement un panneau télécom similaire à ce que nous avons vu dans les habitations unifamiliales. Ensuite, donc, Proximus va venir introduire le câble et le raccorder en rue, en passant par la gaine technique et les passages de câbles que le maître d'œuvre aura aménagés. Nous allons installer aussi dans le local technique ce que nous appelons un répartiteur. C'est donc un élément passif dans lequel nous allons pouvoir connecter les fibres venant de la rue avec les fibres venant des différents appartements. Donc là-bas, nous aurons un répartiteur qui est un élément de brassage qui nous permettra de connecter donc une fibre minimum par appartement. Ensuite, nous terminerons chaque câble sur de nouveau un point de terminaison optique sur le panneau télécom. Voilà. Ensuite, évidemment, dans ces cas, une coordination des travaux est utile et nécessaire. Et donc, sur le même site, la même page que j'ai présentée dans mon premier slide, vous trouverez en fait un formulaire de contact qui permet de prendre contact avec un de nos points de contact qui sont répartis au niveau géographiquement. Et dans cette demande de construction, en fait, dans ce formulaire de demande de construction, il y aura un certain nombre d'informations qui seront utiles à la synchronisation des travaux. Et vous serez bien sûr en contact avec une personne bien dédicacée. Donc, par exemple, le nombre d'élus, donc le nombre d'appartements, l'adresse exacte, les différentes dates auxquelles l'immeuble sera prêt et ce genre de renseignements.
Ensuite, donc, je voudrais terminer sur, bon, une fois qu'on a amené cette fibre optique dans l'habitation unifamiliale ou dans l'appartement, nous préconisons en fait que le maître d'œuvre ait prévu une installation intérieure de type câblage en étoile, donc câblage UTP en étoile, à partir de ce fameux tableau télécom vers les différentes pièces à desservir dans la maison ou dans l'appartement. Donc c'est un câblage en étoile qui permettra donc d'atteindre des vitesses donc, de gigabit Ethernet. Donc on préconise du câble UTP catégorie 5 E ou plus. Donc ce sont des câbles en fait tout à fait standardisés, gigabit, dit aussi gigabit Ethernet avec 4 paires torsadées et qui permettent donc de terminer sur des fameuses prises Ethernet et de raccorder donc les différents équipements avec des connecteurs RJ45. Voilà. Je repasse la parole à Laurent pour le point de vue de l'entrepreneur. Voilà. Donc ça, c'était la partie pratique. J'espère que Philippe a un tout petit peu démystifié, décomplexifié la partie fibre. De nouveau, tout à l'heure, on pourra répondre à des questions éventuelles. Alors, le point de vue de l'entrepreneur, ici, là, je voudrais parler 2 secondes des opportunités que ça va créer. Si tu peux passer au prochain slide, Philippe. Donc, comme je disais, on va investir en Wallonie 2 milliards dans les années à venir. Alors, pour vous donner un peu une idée, si tu peux revenir 2 secondes en arrière. Donc, nous comptons la charge de travail aujourd'hui en ce qu'on appelle home pass, donc le nombre de maisons que nous passons. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour l'instant en Belgique, nous passons environ la fibre dans 1000 maisons par jour. Donc, tous les jours, 1000 maisons sont connectées à la fibre. Et le but, c'est d'accélérer, de passer à 2000 l'année prochaine et de passer à 4000 en 2022. Ça signifie, comme je disais, énormément d'emplois. Hein. C'est pas de l'équipement, c'est de la main d'œuvre, c'est des entrepreneurs qui doivent tirer des câbles. Et je vous donne un petit aperçu du type de profils qui seront nécessaires. Si tu peux passer, Philippe. Ceci, ça vous donne un petit peu une idée des types de profils qui seront besoin pour faire ce déploiement. Donc, c'est essentiellement des techniciens de la construction qui vont faire des trenchings, du travail en façade, puisque dans les centres-villes, on essaye de déployer la fibre en façade. C'est, comme l'a expliqué Philippe, pas mal de câblage dans les bâtiments, etc. Vous voyez un petit peu le genre. Proximus travaille essentiellement avec des sous-traitants, donc ça crée pas mal de possibilités. Et aujourd'hui, je vous avoue qu'un des challenges principaux aujourd'hui, c'est plus tellement la technologie, c'est plus tellement savoir le faire, mais savoir le faire à une telle échelle. Et donc, nous aurons besoin d'entrepreneurs à plusieurs endroits. Quand je dis nous, tout à l'heure, dans le cercle fermé, on parlait de la région germanophone. Ici, on parle uniquement des ambitions Proximus. C'est sûr que la région germanophone, vous et d'autres sociétés vont probablement aussi déployer de la fibre. Et donc, voilà, la création d'emplois sera d'autant plus grande qu'on n'est pas les seuls sur ce marché. Petite présentation rapide du CJ. Donc, c'est un service informatique qui est déjà relativement important pour la région wallonne, 120 personnes, et nous gérons à peu près 35 000 utilisateurs à l'ULG et au CHU, avec différentes missions techniques, gestion du réseau, des systèmes, mais aussi du développement d'applications. Il y a une grosse activité d'informatique scientifique et différentes missions d'expertise. Mais je ne vais pas vous saouler avec tout ça. Nos 2 principaux clients sont bien entendu l'université
qui représente donc à peu près 4600 membres du personnel, dont plus de 3000 enseignants-chercheurs et 24 000 étudiants. Donc on a un campus assez peuplé, pas cette année, pour vous en doutez bien, mais en temps normal. Le deuxième client principal, c'est le CHU, qui lui représente 6 000 employés et qui a bien entendu un public de patients important. Hein, donc on parle de plus de 40 000 admissions par an et de plus de 800 000 consultations par an. Donc ce sont des gens qui se présentent sur notre site aussi. On a une particularité, je vais vous en parler un petit peu après, mais nous sommes la seule université en Belgique, et il n'y en a pas beaucoup en Europe, à avoir un service informatique fusionné entre l'université et l'hôpital, dans le monde de l'hôpital universitaire et de l'enseignement, bien entendu. Alors, notre troisième activité principale, et je ne suis pas là pour faire de la pub, ce n'est pas du tout mon rôle, surtout pas dans ce domaine-là, c'est le développement d'un outil qui s'appelle Ulysse, qui est globalement une solution de gestion GRH. Ce qui est important, c'est que dans notre ADN, on gère l'informatique de l'université, du CHU et nos clients, qui représentent plus de 110 000 personnes, dont la paye et toute la carrière est gérée chez nous. Ça représente, je ne vais certainement pas les citer tous, mais toute une série d'entreprises ou de services publics qui, pour beaucoup, sont connectés chez nous. Et c'est comme ça qu'on va faire le lien aussi avec l'importance du réseau fibre à l'université. Petit historique, parce que j'aime bien remonter dans le passé. Le réseau a toujours été quelque chose d'extrêmement important dans le développement des universités. Et le réseau n'est pas si ancien qu'on ne le croit. Donc en 1984, l'un des premiers réseaux qui a été créé, c'est le réseau EARN, qui était un réseau orienté académique et recherche, qui utilisait des protocoles IBM. Les deux premières universités en Belgique à s'y connecter sont la KUL et l'Université de Liège en 1987. Et puis, on a vu une série d'évolutions dans le réseau. Il y a un réseau Unix qui a été créé dans le début des années 90. 92, on a le réseau EARN qui est connecté à Internet pour les secteurs publics et privés. Ce qui est amusant, c'est qu'il apparaît là la notion de .com et de .edu et .académique dans les noms de domaine pour pouvoir distinguer le trafic réseau qui est à orientation commerciale et celui qui est à orientation de la recherche et de l'enseignement. Et début des années 90, donc en 93, les universités reçoivent, l'ensemble des universités, pas plus Liège que d'autres, je pense, reçoivent des subsides pour déployer la fibre sur leur campus. Donc, quand on pose la question de l'intérêt stratégique de la fibre aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on parle de quelque chose qui, chez nous, existe depuis 27 ans maintenant. Pas bien entendu dans la performance et l'installation que nous avons aujourd'hui. Ce qui est amusant à voir aussi, c'est que les premières institutions à être connectées en Europe, en 1993, étaient connectées à du 64 kilobits. Donc, pour ceux qui ont un peu plus de 40 ans, je vais dire, ils se souviennent que fin des années 90, quand on avait un modem qui allait à 56 kilobits, c'était quand même génial. Et donc, tout ça a fortement évolué. Quelques dates comme ça, mais pas nécessairement très intéressantes. Si j'arrive on héberge à l'université un point de présence de Belnet à partir de 1995, donc c'est-à-dire que c'est un point de connectique pour tous les utilisateurs de Belnet de la région de Liège, qui est hébergé chez nous. En 2005, pour citer quelques chiffres, on a au sein de notre data center des connectiques en gigabits. Le backbone, c'est-à-dire le réseau interne de l'université, est à 100 mégabits et on a une connexion vers Internet de 100 mégabits également. Et puis, on voit quelques évolutions qui apparaissent et
par exemple, en 2006, on installe l'un des premiers grands réseaux Wi-Fi d'entreprises en Belgique, c'est-à-dire 800 bornes Wi-Fi installées sur l'université et 4000 téléphones IP. J'ai cité après que l'iPhone, le premier iPhone apparaît en 2008, parce qu'on a l'impression que toutes ces technologies-là existent depuis 50 ans, mais donc les smartphones se sont développés après l'apparition de l'iPhone, et donc en 2006, on déploie 800 bornes Wi-Fi, alors que personne ne sait encore que les smartphones vont devenir les périphériques les plus utilisés dans le monde. Ces déploiements-là sont bien entendu basés sur une fondation qui est le réseau de fibre optique de l'université et la performance que ça apporte à notre réseau. En 2009, on héberge un deuxième et un troisième point de présence Belnet à Liège, dont un est à Arlon, deux sont sur le campus de l'université. Et donc, je vous disais qu'on était dans le slide précédent à 100 mégabits en 2005. En 2010, on passe au gigabit à peu près partout, avec du 10 gigabits au sein du data center et 1 gigabit vers Internet. On a différents projets qui se lancent. J'en cite deux ici. C'est le déploiement du Wi-Fi au CHU en 2013, 900 bornes, et en 2015, une refonte complète de l'infrastructure Wi-Fi de l'université et du CHU pour en faire un seul et unique réseau commun aux deux, à l'hôpital et à l'université, qui compte aujourd'hui plus de 2000 bornes. Et alors aujourd'hui, en 2020, on arrive à des bandes passantes assez vertigineuses. Donc on monte de 40 à 100 gigabits au sein de nos data centers. Notre backbone est à 10 gigabits et on a vers Internet deux connexions principales orientées, une vers ce qu'on appelle l'Internet commercial et l'autre dédiée à la recherche, qui sont des connexions 10 gigabits. Et donc, tout cela dépend aujourd'hui et depuis longtemps de notre infrastructure fibre. Et ce qui est peut-être important à retenir, c'est que c'est parce que la fibre était là que toute une série de projets ont pu émerger. Parce que les travaux d'installation de fibre optique dans un campus comme celui de l'université, ce sont des travaux qui s'étalent sur de nombreuses années. Et donc, c'est un réflexe que nous avons depuis près de 25 ans. À chaque fois qu'il y a un nouveau bâtiment qui est construit, il y a des fibres qui sont installées. Et donc, nous sommes clairement convaincus qu'il faut déployer, et je ne suis pas là pour faire de la pub pour Proximus ou pour un autre opérateur, mais qu'il faut déployer de la fibre vers les entreprises, certainement. Alors, si je reviens sur la thématique qui est en quoi est-ce que c'est stratégique, vous avez parlé tout à l'heure de la latence, Monsieur Demeter. L'importance pour nous de la latence, finalement, c'est que l'université et l'hôpital il y a de nombreux sites. Les facultés, donc il y a 11 facultés, il y a des sites centre-ville, il y a des sites au Sartillement, il y a Jean-Blou, il y a Arlon, il y a des bâtiments un peu partout. Rien qu'à l'université, il y a plus de 100 bâtiments qui font partie du campus. Au CHU, on a essentiellement 8 sites principaux, mais avec l'hôpital de Notre-Dame-des-Bruyères, l'hôpital d'Esneux, le CNRF à Fréture, qui est perdu un peu dans la campagne, le Brûle centre-ville. Et donc, le fait d'avoir de la fibre entre tous ces bâtiments nous permet d'avoir une latence extrêmement faible et de pouvoir déployer dans le bâtiment le plus éloigné de notre data center les mêmes infrastructures qu'au sein des bâtiments principaux. C'est-à-dire qu'on peut y déployer des bornes Wi-Fi, les éléments réseau, je cite ici 750 switches, 2800 bornes Wi-Fi, c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine. On a plus de 10 000 PC sur 40 000 prises réseau. Et ça permet de cette façon-là donc de ne pas passer ni par Internet ni par un opérateur et de pouvoir dire l'ensemble du parc est géré comme s'il était dans un seul et unique bâtiment.
vous allez me dire peut-être que pour une PME, ces choses-là ne sont pas parlantes, mais il y a peut-être des choses qui sont intéressantes à réfléchir. Et notamment le fait que, je vous disais, nous sommes la seule université à avoir mutualisé notre informatique avec l'hôpital. Ça nous a permis de centraliser énormément de choses. Et donc, sur le principe du château fort, le fait d'avoir un réseau qui est étendu sur différents domaines et différents bâtiments nous permet d'avoir des douves et une enceinte qui fait que notre sécurité est centralisée à un seul endroit et qu'à l'intérieur du château fort se trouve l'ensemble des services et que nous avons donc un seul, d'un point de vue physique, un seul réseau au sein de l'entreprise et non pas de multiples réseaux qui doivent s'interconnecter et avoir chacun leurs éléments de sécurité et leurs éléments de gestion. Ça permet bien entendu de faire aussi des économies d'échelle parce que plutôt que d'avoir chaque entité de l'université et de l'hôpital qui investit dans du matériel, eh bien on peut centraliser ces investissements, les acheter en commun et acheter du matériel qui est plus facile à dédoubler pour des raisons de redondance et qui est plus robuste. Puis forcément, nous avons nos clients et partenaires qui sont connectés et nous avons pu aussi, grâce à ça, obtenir une certification ISO 27001 qui est une certification assez élevée en termes de sécurité informatique grâce à l'ensemble des éléments redondants. Alors, si je parle un petit peu des data centers, qui sont aussi des problématiques que les entreprises rencontrent, en 2004, l'université avait un data center, le CHU en avait un aussi, et chacun s'informatisant commençait à ressentir le besoin d'en avoir deux. Et bien plutôt que de chacun investir dans un second data center, ce qui peut se compter en millions d'euros, nous avons décidé de mutualiser nos deux data centers, de mettre la moitié de l'un dans le premier et vice-versa. Et donc, on arrive aujourd'hui avec 3 data centers principaux sur le campus ULiège-CHU et plus de 2400 serveurs qui sont exploités dans ces data centers, sachant que le CHU investit juridiquement, le CHU et l'université sont deux entreprises ou deux entités séparées, et le CHU investit dans son data center, l'université investit dans le sien, et en le partageant, eh bien, nous en avons deux pour le prix d'un, d'une manière très résumée. On héberge dans ces data centers également tout ce qui est calcul intensif pour la recherche. Et quel est le lien avec la fibre? C'est que, de nouveau, à partir du moment où on considère que la latence est totalement négligeable entre nos data centers, ça veut dire que le dossier médical du CHU en cas de panne peut tourner dans le data center de l'Université de Liège sans qu'il n'y ait même éventuellement d'interruption possible. Vous imaginez que pour un hôpital, ça a du sens. Et de même, les applications critiques de l'université peuvent être déployées instantanément ou en failover dans le data center du CHU en cas de panne dans nos data centers. On a pu ainsi déployer des systèmes de stockage synchrone, ce qui veut dire que quand une donnée est écrite d'un côté, elle est écrite dans le deuxième data center avant que l'application ne sache même qu'elle est écrite. Nous avons aussi nos interconnexions avec ce qu'on appelle le CECI, donc qui est le consortium de calcul scientifique, qui permet à l'ensemble des universités de partager des infrastructures de calcul, donc l'UCL, l'AKUL, l'ULB, UNAMUR et ULiège participent au calcul scientifique. Et ce que nous avons pu créer grâce à cette infrastructure réseau extrêmement robuste et performante, c'est un cloud privé au sein du CHU et de l'université, ce qui nous a franchi en fait de l'utilisation de cloud public et payant et qui est assez rentable.
Alors, un petit point peut-être, parce que là, je vous ai brossé rapidement ce qu'on a en interne, un petit point de nos évolutions vers Internet et de notre point de vue là-dessus. Si on regarde le graphique ici, on voit l'usage et l'utilisation de la bande passante au fil des années, sur les 5 premières années représentées ici. Donc, on voit qu'en 2005, nous avions à peu près une connexion vers Internet de 100 mégas, ce qui est l'équivalent de ce qu'on a individuellement à la maison aujourd'hui avec une connexion en download en tout cas, et qu'on avait une partie de la bande passante qui était consacrée au file sharing, c'est-à-dire le partage de vidéos, de musique, etc. Et on voit qu'on a augmenté cette bande passante progressivement en 2007. En 2008, on est passé à près de 300 mégas. Et on voit qu'à chaque fois qu'on augmentait notre bande passante, la consommation de téléchargement de vidéos et de musique augmentait. On a beaucoup d'étudiants forcément, donc quand ils se trouvaient sur notre réseau, ils pouvaient y aller gaiement. Et que nous n'avions finalement jamais de bande passante libre. Et donc, le free qui est représenté sur le graphique est quasiment invisible, jusqu'en 2009 où nous avons mis des systèmes de contrôle et de blocage de tout ce qui est trafic considéré comme illégal. Hein. Le téléchargement de vidéos et de musique est largement illégal dans son utilisation. Et on voit que la partie verte diminue et que nous récupérons un peu de bande passante disponible. Et donc, notre principe, je vais le montrer dans la suite, on voit qu'en 2010, là, on passe à une connexion gigabit vers Internet et on a à peu près 50% de bande passante libre. Et notre principe est d'essayer d'avoir toujours un facteur 10 entre le besoin et la capacité interne de notre réseau. Pourquoi avoir un facteur 10? C'est justement pour être prêt quand des projets arrivent et quand des projets sont matures, parce que de nouveau, les travaux d'infrastructure sont extrêmement complexes et coûteux et prennent plusieurs années. Et donc, on voit sur 2010 que le facteur 10, de 2010 à 2016, qu'on ne le maintient pas. Hein, vous voyez que 2010, 2011, 2012, 2013, la partie libre de notre bande passante diminue de plus en plus, au profit là d'un autre trafic qui n'est plus le trafic de téléchargement de vidéos, mais qui est le trafic qu'on appelle SSL, c'est donc du trafic chiffré dont nous ne pouvons pas, nous-mêmes en tant que service informatique, analyser le contenu de façon détaillée. Et donc, en 2015, nous avons augmenté notre bande passante et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente la bande passante, je trouve que c'est assez amusant, on voit que ça tient à peu près 1 an et puis la consommation augmente. Et donc, c'est toujours bien d'anticiper, mais vous voyez que plus on en donne, plus ils en prennent, si on peut le dire comme ça. Et puis, maintenant que nous sommes passés à 10 gigabits en 2017, nous avons enfin plus de réserves et on voit qu'on monte à une utilisation globale de notre connectique vers 3,5 gigabits, 4 gigabits pour l'ensemble de nos utilisateurs. Donc, ceci doit aussi permettre de relativiser certaines choses. Quand on parle de 3 à 4 gigabits pour nos utilisateurs, ça veut dire qu'on a potentiellement 35 000 personnes. Et dans un des slides précédents, j'avais les chiffres ici, on a en pic 15 000 personnes connectées à notre réseau tous les jours. Donc, 3 à 4 gigabits vers Internet, ça permet d'avoir 15 000 étudiants, professeurs, enseignants, chercheurs connectés en pic. Ça peut être un indicateur par rapport aux chiffres parfois un peu démesurés qu'on a tendance à donner pour les besoins. Et puis peut-être, je n'ai pas trop regardé le temps, mais je pense que je suis plus ou moins dans les délais, une petite discussion sur le futur et cette année-ci, qui est une année particulière. Donc on s'est retrouvé cette année, le 13 mars, à devoir mettre nos 35 000 utilisateurs en travail à distance. Alors, pas tout à fait les 35 000 utilisateurs, parce que vous imaginez bien que l'hôpital
a peu de fonctions de travail à distance, donc ça concerne surtout le personnel administratif. Mais on s'est retrouvé le 18 mars avec 24 000 étudiants confinés chez eux, les professeurs, les enseignants et les services administratifs de l'université, les personnes non essentielles sur site à distance. Ça a fait exploser notre besoin en bande passante et on est passé, par exemple, depuis 10 ans, nous avons en moyenne 500 utilisateurs qui sont connectés sur nos systèmes VPN. On est passé en 3 jours à 5000 connectés de l'extérieur. On a dû déployer des systèmes d'enseignement à distance et on a produit cette année 7000 cours enregistrés en podcast qui ont été jusqu'ici vus 650 000 fois par nos étudiants. On a travaillé et on a en moyenne 4000 visioconférences par jour. Et donc, il est clair que cette année 2020 a démystifié pour beaucoup de gens tout ce qui est problématique de visioconférence, d'enseignement à distance. Vous voyez qu'aujourd'hui, on fait cette conférence à distance. Il y a 1 an et demi, on ne l'aurait jamais organisée comme ça, je pense, ou il y a 2 ans, et peut-être pas avec la même participation. Et donc aujourd'hui, tout le monde s'est équipé, a les outils. Ça fonctionne plus ou moins bien suivant la façon dont on est équipé et connecté. Mais en tout cas, il y a une démystification qui est là et dont on ne reviendra probablement pas. Et qui est très importante parce que le coût des locaux est énorme. Donc le télétravail permet éventuellement de diminuer les infrastructures centralisées dans les entreprises. Au niveau médical, l'INAMI a donné son feu vert enfin et dans l'urgence au début de la crise sur le remboursement de tout ce qui était téléconsultation et télémédecine. Donc, ce sont des technologies que nous avions déployées, testées avec des médecins et des utilisateurs, mais qui ne permettaient pas à un médecin simplement d'être payé et à un patient d'être remboursé par sa mutuelle. Donc, ce système était bloqué tant que l'INAMI ne le validait pas. Je pense aussi qu'on espère que cette crise va se terminer rapidement et que quand elle se terminera, il y restera là derrière toute une série d'habitudes parce qu'on peut aujourd'hui démontrer que le télédiagnostic et la télémédecine est parfois même plus efficace à distance parce que vous n'avez pas le stress de la blouse blanche. Ça dépend bien entendu de la pathologie, mais pour relever des paramètres vitaux simples comme la température, le rythme cardiaque et des choses comme ça, eh bien, les paramètres sont meilleurs quand les gens le relèvent dans leur salon, dans leur fauteuil, quelque part dans leur environnement au repos, plutôt que quand ils se déplacent dans l'hôpital. Donc, il y a toute une série de choses qui ne seront pas vues dans le futur de la même façon, on en est convaincu. Bien entendu, je parle pour le business que nous connaissons, qui est à savoir l'enseignement d'un côté, la recherche et surtout le soin côté CHU. Ce qu'on envisage aussi et ce qu'on voit, c'est qu'on pense qu'il va y avoir de plus en plus de développement de cloud que j'appelle collaboratif et spécifique. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est que les clouds non spécifiques dont je parle en dessous, ce sont les services qui sont fournis par Google, par Microsoft, etc. Si vous avez besoin d'une boîte mail aujourd'hui, vous avez des services qui font ça très bien. Mais chaque entreprise aujourd'hui a en plus de ça ses spécificités et chacun, un peu comme un chef en cuisine, a ses recettes. Et dans la concurrence, dans le marché, mais votre savoir-faire, ce sont vos spécificités. Et donc, si vous les informatisez et si vous informatisez votre savoir-faire, vous allez inévitablement déployer des outils qui vous sont propres et que vous n'allez pas trouver chez les grands majors comme Microsoft, Amazon, etc. Parce qu'eux proposent des outils par définition génériques. Et nous pensons que si les entreprises s'interconnectent mieux,
les entreprises travaillant dans un secteur non concurrentiel entre elles vont pouvoir mettre en commun des infrastructures également, au même titre que nous l'avons fait, ce que je vous expliquais de façon très résumée, avec les data centers entre l'université et le CHU. Ça veut dire réellement que si on regarde globalement les dépenses en termes d'infrastructure, soit on dit qu'on a 2 fois plus pour le même prix, soit on investit 50% de dépenses en mutualisant les choses. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait devenir dans des zonings industriels ou dans toute une série de régions de Wallonie, qui pourrait inciter les gens à travailler ensemble, à quelque part mettre une partie d'investissement dans une infrastructure mutualisée, tout en restant très spécifique, sans nécessairement utiliser des outils génériques du cloud. Et je ne suis pas anti-cloud, bien loin de là, mais laissons au cloud ce qu'il fait bien et laissons à nos entreprises leur spécificité et leur intelligence aussi. C'est peut-être un message qu'on veut faire passer. Voilà, en quelques minutes, ma présentation.